Et tout de suite, notre chronique est consacrée aux sessions de l'APN et de la CCBBC. La chronique d'aujourd'hui porte sur l'initiative Une ceinture, une route. Tout d'abord, un reportage consacré aux propos du ministre des Affaires étrangères Wang Yi, et puis une analyse de notre commentateur Fang Xiao. La diplomatie chinoise a fait de l'initiative Une ceinture et une route l'une de ses priorités. Le ministre des Affaires étrangères a confirmé lors de sa conférence de presse annuelle la tenue au mois de mai à Beijing d'un forum de coopération internationale sur ce thème. Nous prévoyons la venue de plus de 20 chefs d'État et de gouvernement, de plus de 50 dirigeants d'organisations internationales, plus de 100 responsables de niveau ministériel et 1200 représentants de plusieurs pays et régions. L'initiative Une ceinture et une route a été lancée par le président chinois Xi Jinping en 2013. Elle visait à l'origine à soutenir le développement économique des pays situés le long des anciennes routes de la soie terrestres et maritimes et à intensifier les échanges commerciaux entre ces pays. Petit à petit, elle a pris une nouvelle dimension. L'initiative va aider à rééquilibrer la mondialisation économique et à la rendre plus partagée et équitable. Elle représente également une tentative importante pour bâtir une communauté de destin commun pour toute l'humanité. Le forum de Beijing représente donc un défi pour la Chine. Rassembler autour d'elle des pays aux profils très variés pour donner un nouvel élan à cette initiative qu'elle veut comme un rempart au protectionnisme et à l'unilatéralisme. Dans l'intérêt public d'aujourd'hui, intéressons-nous à l'initiative chinoise Une ceinture et une route. Baptisée ceinture économique de la route de la soie et route de la soie maritime du XXIe siècle, cette entreprise chinoise cherche à revitaliser deux grandes artères historiques à l'aide de nouvelles infrastructures. La ceinture économique de la route de la soie traverse l'Asie centrale et l'Asie de l'Ouest, passe par l'Europe de l'Est et l'Europe centrale avant de relier la Chine à l'Europe de l'Ouest. La route de la soie maritime du XXIe siècle passe par l'Asie du Sud-Est, continue au large de l'Asie du Sud, côtoie la péninsule arabe avant de traverser la Méditerranée via un petit détour par l'Afrique de l'Est. On compte au total 65 pays riverains. Ils rassemblent 62% de la population mondiale, 39% de la surface terrestre, représentent 31% du PIB mondial. Ce sont pour la plupart des pays en voie de développement et des pays émergents. L'initiative a besoin de soutien financier. 3 institutions financières importantes ont été successivement mises en place à cet effet, avec un apport de plus en plus important. À noter que la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, officiellement créée début 2016, a su attirer 57 pays fondateurs, dont la quasi-totalité des grandes économies du monde. L'initiative a dépassé ses bornes géographiques pour devenir le plus grand cadre de coopération internationale de l'hémisphère Est. Cependant, la contribution de la Chine reste la plus importante. Depuis 3 ans, elle a apporté des investissements directs d'une valeur de 50 milliards de dollars dans le pays riverain. Il a conçu 50 zones de coopération et créé 180 000 emplois. Les efforts conjoints ne se limitent plus aux échanges commerciaux et à la construction d'infrastructures. On cherche également à développer une meilleure connectivité sur le plan des politiques, sur le plan financier et à mieux connecter les peuples des pays concernés. Et en ce qui concerne l'Afrique, la Chine a déjà établi une vingtaine de zones industrielles un peu partout sur le continent. La création d'une zone économique spéciale sino-congolaise à Pointe-Noire a été aussi lancée. Un mémorandum a été signé entre la Chine et l'Union africaine pour accélérer la construction d'infrastructures en Afrique, en partie pour créer un réseau de transport qui rayonne sur tout le continent. L'Afrique de l'Est étant déjà une escale de la route de la soie maritime, il n'est pas difficile d'imaginer qu'une plus grande partie du continent soit intégrée au sein de l'initiative Une ceinture et une route. Si oui, comment cela peut-il se concrétiser? Nous aurons peut-être des réponses à cette question lors du forum du mois de mai.